7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le 11 mai prochain, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, annoncera des mesures pour renforcer la mixité sociale et scolaire dans les établissements scolaires français. Comment faire participer davantage l'enseignement privé à cet impératif de mixité sociale sans porter, bien sûr, atteinte à la liberté d'enseignement. Nous sommes en compagnie d'Élise Huillery. Vous êtes économiste, professeur en économie du développement à l'Université Paris-Dauphine et nous recevons Philippe Delorme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique. J'ai envie d'abord de vous demander, l'enseignement catholique, combien de divisions, si vous deviez nous brosser le portrait de ce secteur-là de l'enseignement, Philippe Delorme? Un peu plus de 7200 unités d'enseignement, c'est-à-dire école, collège ou lycée. Un peu plus de 2 millions d'élèves, une répartition très inégale sur toute la France, avec des lieux où nous sommes très représentés, d'autres où on est moins, parce que c'est des questions aussi historiques derrière. Un développement très important de l'apprentissage chez nous depuis 3-4 ans. Voilà ce qu'on peut dire à peu près des lycées généraux, technologiques, professionnels. Enseignement privé et enseignement privé catholique se confondent-ils? Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements d'enseignement privés qui ne sont pas confessionnels? On représente aujourd'hui, nous, l'enseignement catholique, 96% d'enseignement, entre 93 et 96% d'enseignement privé. Après, vous avez des établissements confessionnels avec le réseau juif notamment, qui est assez important. Et puis, vous avez un petit peu d'établissements de confession musulmane. Et après, des établissements laïques, mais qui ne représentent pas une part très importante de l'enseignement privé aujourd'hui. Et alors, toujours pour camper le paysage, Philippe Delorme, est-ce qu'il serait possible en quelques mots de nous rappeler le principe des établissements privés sous contrat, hors contrat, quand on dit que tous les Français participent au financement de l'enseignement catholique, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes effectivement associés à l'État par contrat, et donc suite à la loi Debré, qui est une loi de liberté, qui est une loi d'apaisement, et qui est je pense, une originalité de la France, et une belle originalité de la France, en tous les cas, parce qu'elle a contribué à proposer une diversité scolaire qui me semble positive pour nos familles, de pouvoir effectuer un choix en fonction de ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Donc, effectivement, tous les enseignants qui sont agents publics de l'État, mais qui ne sont pas fonctionnaires, sont rémunérés par l'État. Et le principe, qui est inscrit dans la loi Debré, c'est la gratuité de l'externat simple. C'est pourquoi les collèges et les lycées perçoivent un forfait de l'État, plus un forfait des collectivités locales en fonction du nombre d'élèves, donc des départements ou des régions. Le premier degré, lui, ne touche qu'un forfait pour les élèves scolarisés dans la commune, et rien d'autre, pas de forfait d'État, etc. Et puis la contribution des familles, elle, couvre toutes les dépenses immobilières, d'investissement immobilier, et le caractère propre de l'établissement. Et s'ajoute évidemment pour les familles les charges liées ce qui est périscolaire, et particulièrement la restauration scolaire ou les autres activités proposées comme les études et autres. Est-ce que ça veut dire que les enseignants qui travaillent dans l'enseignement privé ne sont pas rémunérés de manière supplémentaire directement par ces établissements d'enseignement, Philippe Delorme ? Non, effectivement, ils sont pas rémunérés d'une façon supplémentaire par les établissements. Il y a des personnels de droit privé, bien entendu, dans nos établissements, et vous avez quelques enseignants qui peuvent avoir un temps partiel et exercer une mission particulière de type responsable de niveau ou adjoint du directeur, etc. Lorsqu'on vous dit que cet enseignement privé ne participe pas assez à la mixité, au brassage social, qu'est-ce que vous répondez, Philippe Delorme ? Je réponds que les attaques qu'on subit quand même, parce que depuis 6 mois, on a subi beaucoup d'attaques, pas du ministre du tout, je précise, mais les médias, on a entendu beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'injustice dans tout ça. Il y a beaucoup d'injustice, parce que quand on regarde, et j'invite toutes les personnes qui trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de mixité à se déplacer dans la France, et ils verront bien qu'il y a une très grande mixité sociale qui existe déjà. Il est vrai que dans les grandes périphéries, Paris est un cas un peu particulier d'ailleurs, mais l'histoire de notre implantation fait qu'il y a moins de mixité sociale que dans d'autres territoires de la France. Mais il ne faut pas oublier que ce manque de mixité sociale, peut-être dans certains lieux, n'est pas un choix
contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. C'est-à-dire que certains nous accuseraient presque de faire de la sélection sur l'origine sociale des jeunes, ce que je trouve vraiment odieux et insupportable, parce que tellement contraire à notre projet éducatif que ces insinuations sont vraiment insupportables. Mais il ne faut pas oublier que une des difficultés pour nos familles, les plus modestes, les plus pauvres, c'est justement le fait qu'elles n'aient pas aujourd'hui réellement la possibilité de nous choisir, dans la mesure où lorsqu'elles inscrivent leur enfant dans un de nos établissements, dans la plupart des cas, elles perdent l'accompagnement social proposé par les collectivités, notamment pour la restauration scolaire. Et la question de la restauration scolaire est une question qui est fondamentale parce qu'elle empêche les familles les plus modestes de venir chez nous, donc ils n'ont plus cette liberté de nous choisir. Mais là aussi, on sait que la sélection scolaire, Philippe Delorme, elle ne repose pas uniquement sur des mécanismes financiers. Il y a toutes sortes de travaux qui ont été faits en sociologie pour dire que finalement, il y a aussi une sélection d'un savoir-être et pas seulement d'un savoir-faire, et que celui-ci empêche un grand nombre d'écoliers, de collégiens, de lycéens, d'aller dans cet enseignement privé. N'empêche pas, mais c'est des freins, effectivement. Vous avez raison de souligner qu'il y a une certaine autocensure des familles. Elles n'osent pas toujours franchir le pas en disant « c'est pas pour nous ». Et dans le travail de dialogue qu'on a établi avec le ministre, il y a vraiment cette prise en compte, justement, comment éviter que ces familles s'autocensurent. Comment les inviter à venir nous rencontrer en disant « oui, c'est aussi pour vous, c'est aussi pour vous cette école-là ». D'ailleurs, c'est ce qu'ils vivent déjà dans beaucoup de territoires. Mais là où ça se fait un peu moins, il faut qu'ils osent franchir le pas de notre porte. Voilà. Élise Villery, votre regard d'économiste qui a participé notamment à Felnet, autrement dit à un mécanisme justement de brassage social qui, par exemple sur Paris, a modifié la carte scolaire. Alors, je ne sais pas si pour vous il l'a assez modifié, pas assez, mais enfin, en tout cas, il y a contribué. L'enseignement privé aujourd'hui est-il un frein au brassage social ou bien fait-il en partie sa part dans ce domaine ? Alors, je vais justement me référer à un travail qui a été publié la semaine dernière par Marco Oberti, qui est un sociologue de l'éducation qui justement travaille sur la contribution du privé à la mixité sociale. Et ce travail qu'il a fait la semaine dernière, qu'il a publié dans La Vie des idées, fait un constat national sur la contribution du privé à la mixité sociale. En fait, quand on regarde l'ensemble de la France, on voit qu'en moyenne, le privé contribue pour 30% à la ségrégation sociale, donc l'absence de mixité sociale globale. Avec donc c'est une contribution importante, même si elle est effectivement complétée par... Il y a aussi des écarts entre établissements publics et il y a aussi des écarts au sein du secteur privé, entre établissements privés. Donc si on prend les écarts entre le secteur public et le secteur privé, c'est 30% de la ségrégation totale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux choses dans ce constat. Premièrement, une augmentation en fait, de cette part. Donc ça, c'est plutôt inquiétant d'avoir un secteur privé qui contribue plus qu'avant. Sur les 12 dernières années, le constat est que ça augmente de 10 points. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Comment l'expliquez-vous ? C'est-à-dire que ce qu'il montre dans cet article, c'est que surtout dans les grandes villes et les villes, les très grandes villes et les grandes villes, les familles ont de plus en plus tendance justement les établissements privés sont plus polarisés qu'avant. Donc il y a une plus grande concentration de familles favorisées dans le secteur privé, dans les grandes villes. L'autre constat qui est important, et là pour le coup il va plutôt dans l'autre sens, c'est que quand on regarde par exemple la Bretagne, ou quand on regarde Lille a une très grande proportion, l'Académie Lille a une très grande proportion d'élèves dans le privé, mais alors pour le coup, il y a un vrai brassage social. Donc le privé, on va dire, c'est pas intrinsèquement un secteur qui crée la ségrégation sociale, parce qu'il existe des endroits dans les zones rurales ou peu denses et dans certaines régions, dans certaines académies, où le privé a une composition sociale identique au public. Mais alors, comment expliquer ça, Philippe Delorme ? Je vais revenir sur les grandes villes. La principale raison de cette évolution dans les grandes villes, c'est le coût de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on a perdu une partie des populations moyennes ou moyennes faibles. Quand vous voyez que
Paris, on connaît l'évolution du coût de l'immobilier, mais que ce soit Rennes, que ce soit Bordeaux. Bordeaux, c'est 78% d'augmentation du coût de l'immobilier en 10 ans. Donc les familles moyennes moins, on va dire, ne viennent plus chez nous. Et comme nous, historiquement, on est implanté beaucoup en centre-ville, dans ces centres-villes, il est évident que les familles, c'est les familles qui sont autour de chez nous, c'est les familles qui sont plus aisées. Et les très pauvres qui restent par des politiques de la ville, etc., eux, n'ont pas les moyens de venir chez nous. Donc, c'est une difficulté. Et puis, sur l'exemple de Lille, là, effectivement, on a une vraie tradition aussi d'enseignement catholique lillois, enfin, de cette région avec le catholicisme social, etc. On sait que l'enseignement catholique s'est développé autour des grandes manufactures, etc. Donc, il y a tout un historique. Et plus on est représenté, plus on pèse, en fait, dans un lieu, plus la mixité est grande, ce qui est logique. En Bretagne, on scolarise entre 40 et 50% des élèves. En Seine-Saint-Denis, on en scolarise 9%. Et donc, comme l'a dit d'ailleurs le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, c'est pas l'enseignement privé qui va régler le problème de la Seine-Saint-Denis. On pèse 9%, c'est très très peu. Mais là aussi, Élise Huydré, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, l'une des questions, l'un des mystères, pratiquement c'est un mystère social, c'est l'idée que même si on met de côté le frein financier, qui n'est pas nécessairement secondaire et qui compte bien sûr dans l'orientation des familles, il y a dans l'enseignement le fait que les inégalités sociales sont reproduites en l'absence même de facteurs financiers. Alors, ce qu'on constate en France, effectivement, c'est une corrélation la plus grande du monde entre l'origine sociale et les performances. Dans l'enquête PISA à 15 ans, par exemple, c'est assez c'est constant, c'est quelque chose qu'on voit depuis 20 ans. Et comment expliquez-vous cela alors que, a priori, notre pays a une réputation peut-être usurpée d'universalisme? Oui, notre pays fait d'ailleurs depuis les années 80 avec l'éducation prioritaire et une mise en place de beaucoup de dispositifs pour réduire ces inégalités sociales à l'école. Elle n'y parvient pas. Il n'y a aucune baisse de la corrélation dont je viens de parler. Et donc, on n'a pas encore trouvé le levier, en fait, qui permet de réduire les inégalités sociales à l'école. Et ça me permet de faire le lien avec la mixité sociale. Dans l'étude que l'on a faite avec Julien Grenet, Youssef Souidi et d'autres co-auteurs sur les expérimentations de mixité sociale qui ont été mises en place en 2016-2017 par Najat Vallaud-Belkacem quand elle était ministre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des effets de la mixité sociale qui sont positif sur le plan de la cohésion sociale, du climat de classe et du lien de solidarité et de coopération entre les élèves de classes sociales différentes. Mais il n'y a pas de réduction des inégalités sociales scolaires, enfin de performance scolaire. C'est-à-dire que quand on fait de la mixité sociale au collège, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne crée pas de baisse de la performance des élèves favorisés, ce qui pouvait être craint, ce qui était d'ailleurs dans les médias quand vous reprenez, voilà, ce qui était tout à fait, les opposants à la mixité sociale craignaient une baisse de niveau des élèves favorisés ou des élèves performants, ça n'est pas le cas. Et inversement, l'espoir que ça pouvait favoriser la performance scolaire des élèves défavorisés n'est pas non plus un espoir qui a pu être atteint avec cette politique de mixité sociale. Donc la mixité sociale n'est pas un facteur de performance scolaire ni dans un cas ni dans l'autre. Par contre, c'est un facteur de cohésion sociale. Philippe Delorme, votre point de vue là-dessus? Oui, c'est que moi, je voudrais qu'on soit très attentif aux jeunes. Je trouve que pour ces jeunes issus de milieux populaires, il y a d'un côté un sentiment de les enfermer dans une forme de déterminisme. Donc, tu es issu d'un milieu populaire, donc tu vas être en difficulté scolaire. Et je l'entends, ça. Des jeunes qui disent, mais moi, je ne peux pas faire autrement que ça, parce que je suis issu de ces milieux populaires. Et puis, de l'autre côté, certains les stigmatisent en disant, si on fait plus de mixité sociale, alors on va baisser le niveau scolaire, alors éventuellement même on va introduire de l'indiscipline. Et ça, je trouve ça odieux. Je crois que ces jeunes de milieux populaires, il faut les aider à croire en eux. On peut les aider à croire en eux individuellement et remarquer collectivement, malheureusement, que les déterministes... Oui, parce que le problème, c'est la conséquence de la politique de la ville désastreuse qui a été engagée depuis des années en France. On a concentré dans des mêmes lieux les mêmes difficultés. Donc moi, je crois profondément, parce que c'est au cœur de notre projet éducatif catholique, que la rencontre de l'autre différent est une richesse pour tous. Mais Philippe Delorme, on se dit aussi, au vu d'un certain nombre de statistiques, classements de collèges, de lycées, que l'enseignement privé fait mieux souvent que l'enseignement
public parce qu'il a plus de moyens, parce qu'il n'y a pas véritablement de mystère dans ce domaine, et donc il serait, vous faites non de la tête, mais mécaniquement il a On n'a plus de moyens. Non, on n'a Non. pas plus de moyens. Quand on contrôle par l'origine sociale des élèves, il n'y a pas de surperformance du privé. Ah, Quand- ça, donc c'est autre chose, ça. c'est Ça, je suis pas tout à fait statistiquement, d'accord, là, mais- c'est les études statistiques qui Oui, le enfin, montrent. Tout dépend Il comment on suffit- les interprète. Ah non, il n'y a pas Si, d'interprétation si, madame, possible. si, On si, je met pourrais vous montrer les ça. notes aux examens ou Oui, au oui. bac, par exemple, et on explique ça on met secteur privé, secteur public. On voit évidemment une surperformance du secteur privé. Alors Mais donc ça si c'est on une contrôle chose. par L'autre l'origine chose, sociale, Philippe c'est- Delorme, Oui, mais- l'autre chose, Philippe Delorme, juste, Oui. moi je prenais les Allez-y, choses du point de vue allez-y. arithmétique. Oui. Il y a une contribution de l'État, il y a une Oui. contribution des familles, vous Oui. avez donc plus de moyens. Non, Eh. on a moins de moyens. On a moins de moyens. Et un élève de la Cour des comptes l'a déjà écrit, ça, un élève de l'enseignement privé coûte moins cher qu'un élève de l'enseignement public. Donc moins cher à qui? Aux contribuables. Oui, mais je ne parlais pas du contribuable, là- là, je parlais des familles. Vous savez que j'étais dans le Cantal il y a quelques jours. Il y a des contributions des familles qui sont de 11 € par mois. Donc je veux dire, c'est pas ça qui nous Non, mais enrichit, vous ça, comprenez? je l'ai Non, dit, on n'est pas- je l'ai on a dit moins en de moyens. préambule, Philippe Delorme. Évidemment, Voilà. la question de la contribution des familles, c'est une chose. Ensuite, vous en étiez d'accord, le fait qu'il y ait une barrière financière n'est pas le seul problème pour Non, les c'est familles modestes d'accéder à cet enseignement privé, y compris lorsque des bourses existent. Et bien sûr, certains établissements le font. Mais l'idée que finalement, vous avez des méthodes, je vais le dire autrement. Oui. Vous avez des méthodes autres pour différentes raisons. Dans ces conditions, il serait peut-être judicieux pour l'établissement scolaire privé d'accueillir plus d'élèves d'origine modeste pour les faire profiter de ces méthodes. Mais bien sûr, mais nous, on est tout à fait ouverts à ça. Il n'y a aucun souci là-dessus, à condition, je le redis, que ces familles puissent avoir véritablement le choix. Quand dans une collectivité locale, je scolarise mon enfant dans le public, je paye 50 centimes la restauration scolaire, et que si je l'inscris chez nous, je perds cet avantage, et je vais devoir payer 7 € la restauration, ou 6,50 € la restauration, c'est un frein incroyable, ça. On a perdu cette année 18 000 élèves à cette rentrée, pour des raisons démographiques, mais pas que. Et l'IPS moyen d'enseignement catholique a augmenté de 3 points. Alors il faut rappeler Voilà. ce qu'est l'IPS. L'indice de positionnement social. Alors, Voilà. l'indice de positionnement social, qui est l'une des grandes nouveautés, parce qu'il a été rendu public et commenté, Lise Huillery, quelques mots sur cet IPS, son calcul et surtout ce qu'il révèle. Alors justement, c'est cet indice donc, qui résume, on va dire, de manière un peu synthétique, la chance de réussite scolaire d'un élève avec la prise en compte d'une part de la catégorie socio-professionnelle de ses parents, mais aussi des diplômes des parents qui peuvent être différents. On voit bien qu'on peut être diplômé et avoir une catégorie socio-professionnelle qui peut être différente. Et puis également qui tient compte de l'environnement culturel, le capital culturel, comme on pourrait dire, de l'élève. Et donc tout ça est agrégé dans un indice. Et cet indice, il a été rendu public et il a permis justement d'effectuer des travaux sur, comme là je viens de citer ceux de Marco Auberti, ça permet de faire des travaux comparatifs entre le secteur privé et le secteur public, entre les établissements du public, de voir un peu les différences d'IPS. Ça permet d'objectiver finalement les différences qu'on avait évidemment, dont on avait l'intuition, mais qu'on n'arrivait pas à objectiver de manière parfaite. Philippe Delorme. Oui, alors l'IPS, de toute façon, c'est un indicateur parmi d'autres, qui n'est pas parfait non plus, mais qui est un indicateur de lait, qui est intéressant. d'après les indications qu'il donne. C'est intéressant. Ce que je voudrais bien signifier, moi, c'est que ce qui est important, c'est la réussite de chacun, on est bien d'accord. Et que il ne faut pas non plus oublier qu'il existe des élèves en difficulté qui sont issus des milieux favorisés. Je veux dire, il faut qu'on sorte de ce schéma-là. C'est-à-dire que moi, il y a toutes sortes d'exceptions, mais Non, il y a aussi une loi des grands chiffres. Oui, mais justement, il faut sortir de ça. Je crois réellement. Vous voulez peut-être en qu'il faut sortir parce que ça vous arrange pour Non, votre parce que moi, je démonstration. suis favorable à ce qu'on accueille davantage d'élèves issus de milieux sociaux moins favorisés ou défavorisés. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, je pense que c'est notre vocation. C'est notre vocation, mais distinguons bien les choses entre la difficulté sociale et la difficulté scolaire. Parce qu'encore une fois, vous enfermez des enfants à qui, finalement, on fait croire que c'est pas possible ou que ça va être très compliqué. Non, il faut dire à ces jeunes, c'est possible. Et c'est pas parce qu'on accueille un élève boursier que c'est un élève en difficulté. Et c'est pas parce qu'on accueille un élève issu d'une famille très, très favorisée que c'est un élève qui va forcément réussir. Donc je crois qu'il faut qu'on sorte aussi de ces schémas-là et qu'on accueille toujours davantage parce que c'est notre vocation.
Élise Villery, un mot de conclusion. Oui, je pense qu'en conclusion, vraiment, c'est très important ce qui vient d'être dit, que quand on augmente la part des élèves défavorisés dans un établissement, il n'y a pas de baisse de discipline, il n'y a pas de problème de climat scolaire, il n'y a pas de baisse de bien-être pour les élèves favorisés, il n'y a pas de baisse du niveau scolaire des élèves défavorisés. Ça, c'est vraiment les résultats de notre étude. Et je pense que c'est des résultats qui viennent à l'encontre de fantasmes des familles favorisées qui ont peur que tout se dégrade pour leurs enfants favorisés quand on accueille des enfants défavorisés. Je pense que c'est vraiment très important de l'affirmer. Philippe Delorme, un mot Oui, de conclusion. je partage et vous voyez, c'est le travail qu'on a fait avec le ministre qui va conduire à la signature d'un protocole. C'est vraiment un Qu'est-ce qu'il travail. dit en quelques mots, ce protocole? Il dit que l'enseignement catholique va à la fois peut-être mieux informer les familles sur notre réalité pour éviter cette autocensure, mais aussi s'engager avec, en contrepartie d'aide, d'accompagnement, à accueillir davantage d'élèves boursiers et peut-être aussi à pouvoir s'implanter dans des lieux où il y a une forte mixité sociale et où on pourrait aussi jouer notre rôle. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans cette ouverture à tous, elle a toujours existé dans l'enseignement catholique et que c'est vraiment dans un dialogue constructif, sans aucune pression, que nous avons pu travailler avec le ministre et que nous allons aboutir à un protocole qui va faire avancer les choses. On est tous au service du bien commun, c'est-à-dire au service de la promotion des jeunes, de l'instruction des jeunes. C'est formidable comme défi. Merci Philippe Delorme. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique. Merci. Élise Villery, économiste et professeure en économie du développement à l'Université de Paris-Dauphine. On se retrouve dans quelques secondes pour le 8h45, le point sur l'actualité. 7h41, suite des matins sur France Culture. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. On va parler donc de l'école. Après avoir ouvert le chantier de la revalorisation enseignante, du harcèlement à l'école, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, s'attaque au sujet de la mixité sociale et scolaire. Bonjour, Élise Villery. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur en économie du développement à l'Université de Paris-Dauphine. Vos recherches portent notamment sur les déterminants de la pauvreté et des inégalités en Afrique et en France, sur les politiques publiques permettant de les réduire. Et justement, en France, la question du brassage social est à la fois une forme d'obsession, peut-être aussi une obsession incantatoire. En tout cas, c'est vous qui allez nous donner votre vision là-dessus. J'ai par exemple la une du Figaro qui porte sur le service national universel. On est loin de l'école, encore que, et le Figaro explique que ce service national universel aurait justement pour objet de favoriser le brassage social. Pourquoi cette obsession française ? Alors, obsession française parce que on voit depuis 20 ans que le brassage social, comme vous l'appelez, diminue, notamment à l'école. Alors après, il y a des conséquences effectivement sur la vie professionnelle et puis tout simplement la vie personnelle. Quand on n'a pas été en lien, notamment dans le cadre de l'enfance et de l'adolescence, avec des personnes d'origine très variées, on voit que les réseaux amicaux et les réseaux professionnels ensuite sont effectivement aussi, par conséquence, assez ségrégés. Et ça a des conséquences. Il y a des travaux américains de Rachetti, par exemple, qui montrent l'impact à très long terme de la mixité sociale, le brassage social dans l'enfance et dans l'adolescence sur justement les trajectoires personnelles et les trajectoires professionnelles. Donc cette obsession, à mon avis, elle est justifiée. Elle est justifiée parce que c'est une source d'inégalité importante. Et on ne parle pas seulement de réussite en termes scolaires et financiers, mais on parle aussi tout simplement de cohésion sociale, de se comprendre, de se tolérer, de se respecter les uns les autres. Et donc, c'est des enjeux qui sont assez fondamentaux pour le vivre ensemble de notre société que d'avoir un brassage social, si possible, au plus jeune âge. Diriez-vous, Élise Villery, que notre pays est particulièrement ségrégé par rapport aux autres pays européens, par rapport aux autres pays dans le monde ? Alors, on manque de statistiques comparatives pour justement pouvoir, comme on le fait par exemple pour les performances scolaires grâce à l'enquête PISA ou à d'autres enquêtes comme Teams, on manque de statistiques qui nous permettent de comparer la mixité sociale dans les systèmes scolaires français par rapport à d'autres systèmes scolaires européens ou anglo-saxons.
Ce que l'on sait, c'est qu'en France, cette ségrégation sociale, c'est-à-dire le brassage des origines sociales à l'école, est faible et surtout en train de diminuer. On voit notamment dans l'enseignement privé, on y reviendra peut-être après, qu'il y a de plus en plus de concentration de classes très favorisées dans l'enseignement privé, ce qui est inquiétant puisqu'effectivement, ça démontre que les familles essayent de plus en plus d'éviter le brassage social justement à l'école. Bien sûr, on y reviendra dans quelques instants, puisqu'à 8h20, nous serons en compagnie du secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme. Élise Huillery, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une place importante dans le discours des politiques sur le brassage social. Alors, est-ce que c'est incantatoire? Autrement dit, est-ce que ce discours, il est là de manière formelle, mais en réalité, les politiques publiques ne cherchent pas à lutter contre ce brassage social, pour le brassage social, ou bien est-ce que c'est quelque chose de particulièrement complexe à organiser et par conséquent, toutes les politiques que l'on met en œuvre ne peuvent avoir que des résultats sur le long terme? Non, les politiques, donc là, je pense par exemple au ministère de Najat Vallaud-Belkacem, avait concrètement, dans les faits, mis en œuvre des actions pour favoriser la mixité sociale à l'école, donc au collège en l'occurrence, donc c'était pas du tout incantatoire. Il y a des vraies politiques publiques derrière. Donc ce qui avait été proposé, c'est que les établissements, les collèges suffisamment proches les uns des autres, avec des compositions sociales contrastées, puissent inventer des actions qui permettent de favoriser la mixité sociale entre ces 2 établissements ou 3 établissements ou 4 établissements par des réunions de cartes scolaires ou par des algorithmes d'affectation entre les 2 collèges qui permettaient d'avoir un brassage social beaucoup plus important dans ces collèges. Donc il y a des vraies actions publiques, il y a des vraies politiques publiques qui permettent de favoriser la mixité sociale et ces politiques publiques, alors là on ne sait pas ce que Pape Ndiaye va annoncer le 11 mai, mais effectivement il annonce lui aussi, après avoir un ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui n'avait pas du tout abordé la question du brassage social à l'école. Là, on a à nouveau un ministre qui veut aborder la question du brassage social à l'école. Donc, on verra les actions qui sont entreprises par ce ministre le 11 mai. Donc, il y aura un certain nombre d'actions entreprises. Et il y a un autre volet, je l'ai brièvement évoqué dans l'introduction. Cet autre volet, ce sont les conditions de rémunération des enseignants. Et là, justement, qu'est-ce que l'on peut dire sur la rémunération des enseignants français? Il y a eu une revalorisation, qu'en pensez? Et parvient-elle à compenser justement les distinctions entre la rémunération des enseignants français et ce qui est aujourd'hui en cours à l'étranger? Alors, commençons justement par la comparaison internationale. Donc, les enseignants français sont nettement moins bien payés que les enseignants sur nos voisins. Donc, par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne est vraiment un pays où les enseignants sont très bien payés. Mais même la Belgique, par exemple, en parité pouvoir d'achat, ou l'Espagne, un autre de nos voisins, où les enseignants sont nettement mieux payés que les enseignants français. Et ceci est d'autant plus vrai quand on compare les enseignants du primaire, où là, les enseignants français du primaire sont particulièrement moins bien payés que les enseignants du primaire des voisins européens. Donc on a un vrai sujet sur la rémunération des enseignants, notamment au primaire, mais aussi au secondaire, c'est-à-dire le premier secondaire, c'est-à-dire le collège. Les enseignants du lycée, qui sont majoritairement des agrégés, eux, atteignent des niveaux de rémunération beaucoup plus comparables à ce qu'on voit dans les autres pays. Donc on a un sujet sur les enseignants certifiés et sur les professeurs des écoles. Et ce sujet-là, si on prend les réformes qui ont été annoncées, je pense qu'elles sont décevantes à deux niveaux. Premièrement, parce qu'on avait annoncé au départ, avant la négociation, une revalorisation de 10% de tous les salaires des enseignants. Or, la réalité, c'est 5,5%. Donc là, on a quand même une promesse qui est forcément pas tenue et qui frustre énormément les enseignants, puisque ces 10% pour tous ne sont pas finalement ce qui est proposé. Et deuxièmement, ces 5,5% de revalorisation pour tous, donc là, je parle de la revalorisation socle qui concerne tous les enseignants, ne va pas du tout permettre aux enseignants français de justement combler l'écart par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays. Donc je pense que clairement, il faudrait que cette réforme-là, pour cette année, soit reconduite plusieurs années de suite pour combler progressivement l'écart et
augmenter l'attractivité du métier, qui est en fait le vrai sujet. Le sujet des enseignants français, c'est pas tellement ce qui se passe ailleurs, même si effectivement on peut se poser la question pourquoi la France investit aussi peu dans le salaire de ses enseignants. Mais la question, c'est aussi tout simplement le manque de profs, l'attractivité, où on voit qu'il y a extrêmement peu de candidats, de moins en moins de candidats pour les postes de professeurs des écoles et de professeurs au collège, et qu'on ne peut pas avoir une nation qui éduque ses enfants sans professeurs. Donc, Alors ça, malheureusement... Pardon. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Élise Villery, là-dessus. Ça signifie que s'il y a de moins en moins de candidats, ça ne favorise pas l'augmentation des salaires des enseignants. Alors, il y a justement, c'est ça qui doit faire réagir le gouvernement. C'est-à-dire que quand on voit, donc pendant enfin, ça fait 10 ou 20 ans que les salaires des enseignants sont pas assez élevés. Mais ce qui a fait réagir forcément les pouvoirs publics, c'est que quand on en arrive à ce qu'il n'y ait plus de candidats et à ce qu'on puisse pas recruter, là, il y avait 20% de postes vacants, laissés vacants en mathématiques, par exemple, sur le dernier recrutement. Il faut agir, il faut forcément remonter les salaires parce qu'on voit que sinon, évidemment, quelqu'un qui a un master en mathématiques, par exemple, va avoir d'autres opportunités professionnelles, notamment sur tous les métiers de l'informatique, des data science, etc. Et ne va pas choisir la voie de maître des écoles ou de prof certifié ou agrégé, étant donné les bas salaires qui sont offerts. Donc, le manque d'enseignants va forcément et est en train de motiver effectivement les pouvoirs publics à redresser les choses. Mais là, c'est nettement insuffisant. On va pas pouvoir recruter beaucoup plus d'enseignants avec une revalorisation qui n'atteint pas les promesses de 10%. Et surtout, il faudrait la reconduire sur plusieurs années pour vraiment avoir une revalorisation, une attractivité beaucoup plus importante du métier des enseignants. Vous avez dit tout à l'heure l'argent que la France est prête à dépenser pour ses enseignants, mais est-ce que ça veut dire que notre effort national en matière d'investissement éducatif, et je ne parle plus seulement du salaire des enseignants, est insuffisant, Élise Villery ? Alors, il est insuffisant. Il a été, par exemple, d'1 point de plus de PIB. Donc, on était à 7,7% de PIB dans les dépenses d'éducation dans les années 90. Et on n'est plus qu'à 6,8% de PIB aujourd'hui. Donc, il y a une baisse ça correspond à peu près à 20 milliards, pour donner une idée un peu plus concrète de ce que ça représente. Donc, on investit 20 milliards de moins aujourd'hui qu'il y a 20-25 ans. Donc, clairement, il n'y a pas de raison d'avoir désinvesti comme ça dans l'éducation, si ce n'est pour faire des économies budgétaires. Mais en fait, c'est une mauvaise économie budgétaire parce que les dépenses d'éducation sont des dépenses qui se remboursent elles-mêmes sur le long terme. Parce que quand on investit 1 euro dans la formation d'un élève, c'est du salaire supplémentaire sur toute la vie d'adulte de cet élève. Et c'est des recettes fiscales supplémentaires, c'est des dépenses de chômage ou des dépenses d'aide sociale en moins. Donc en fait, c'est un investissement et non une dépense. Donc c'est un mauvais calcul d'avoir pensé qu'on pouvait faire des économies en baissant l'investissement en pourcentage du PIB en France depuis 25 ans, puisqu'en fait c'est une dépense rentable. Et d'autre part, si on prend la comparaison internationale, donc aujourd'hui la France dépense dans l'éducation à peu près au même niveau que les autres pays de l'OCDE. Donc on est juste à la moyenne des pays de l'OCDE. Je pense que la France n'a pas pour ambition d'être seulement à la moyenne des pays de l'OCDE, qui comprend des pays qui sont moins avancés économiquement que nous. Donc je pense que la bonne comparaison, ce seront plutôt les pays du Nord, par exemple, ou le Royaume-Uni, ou les États-Unis, qui, eux, dépensent en pourcentage du PIB beaucoup plus que la France. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faudrait qu'on remonte. Mais justement, dans les pays comme l'Angleterre, ou plus encore aux États-Unis, le discours général consiste à dire que les familles dépensent trop dans l'éducation. Alors, il y a un financement privé qui est plus important. Nous, le financement privé en France est une part, c'est à peu près 10-20% de dépenses, de l'ensemble des dépenses. Effectivement, les pays anglo-saxons, notamment pour l'enseignement supérieur, ont une part du privé beaucoup plus importante. Mais aussi, ils ont quand même un investissement public. En fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est que les États-Unis, où on a cette réputation d'un enseignement totalement privé, où les familles payent elles-mêmes, en fait, l'investissement public par étudiant est plus important aux États-Unis qu'en France. Donc, ils ont une part publique déjà plus importante à laquelle ils ajoutent une part privée également importante. Donc, on voit que nous, on est vraiment dans un système... Alors là, c'est pour l'enseignement supérieur. Parce que pour l'enseignement primaire ou secondaire, la part du privé est de toute façon marginale, enfin, en tout cas minoritaire, même dans ces pays-là.
Et alors, si on poursuit justement cette investigation, Élise Huillery, il est souvent dit que le système éducatif en France est particulièrement inégalitaire entre les filières. Je pense à l'enseignement supérieur. Là aussi, si on fait des comparaisons internationales, qu'observe-t-on? Alors, vous voulez dire sur Entre, par l'ensemble. exemple, les filières dites d'excellence, je crois Oui. d'ailleurs. Alors justement, avec ma collègue Gabrielle Fac, nous avons regardé les inégalités d'investissement dans les différentes filières du supérieur et on a constaté des écarts qui sont vraiment très préoccupants de l'ordre de 1 à 4 entre, par exemple, la filière pauvre de l'enseignement supérieur, c'est en fait la licence à l'université, la licence classique à l'université par la licence professionnelle, où l'investissement par étudiant est de seulement 3 500 euros par an et par étudiant, ce qui est vraiment extrêmement peu par rapport aux classes préparatoires où là on est à plus de 13 000 euros d'investissement par an et par étudiant. Donc ça, ce sont les deux extrêmes. Mais en fait, si on prend par exemple les BTS ou les IUT, Mhm, mais notamment les mhm. BTS qui sont des filières courtes qui accueillent beaucoup d'élèves de voies technologiques et avec un brassage social justement plus important, ces BTS sont aussi des filières où l'investissement est important. Un peu moins que les prépas, mais pas beaucoup moins que les prépas. On est à peu près à 12 000 euros, 11 600 euros par an et par étudiant. Donc on a en fait un paysage où on a l'université licence et dans une moindre mesure master, mais c'est aussi vrai, très très peu dotée, avec un investissement par étudiant très faible, et puis des filières courtes IUT, BTS et classe prépa. Pour évidemment ensuite les grandes écoles, les filières courtes, donc IUT, BTS, et par ailleurs les classes prépa, les grandes écoles, où l'investissement est tout à fait conséquent, et d'ailleurs les taux de réussite sont relativement élevés. Donc là où il y a vraiment un investissement important à faire pour la réussite des élèves, et pour que justement cet investissement soit plus rentable quelque part, c'est l'université, où on ne peut pas espérer des réussites quand on a aussi peu d'heures de cours et des amphis aussi importants. Donc là, il y a un investissement à augmenter, bien sûr, pour faire réussir ces élèves à l'université. Ce qui veut dire que c'est vraiment, en fait, la question, elle est plus sur, disons, la mauvaise situation, notamment financière, de l'université. C'est cela, en fait, le secteur qui pose le plus problème, si C'est je ça. vous suis, Élise Huillery. C'est exactement le problème. Mais comment l'expliquez-vous? Parce que c'est pourtant le système qui accueille le plus aujourd'hui d'étudiants, et Tout à donc c'est fait. celui qui devrait concentrer le plus d'attention. Alors, c'est celui qui devrait consacrer le plus de budget, puisqu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, ça accueille la plus grande proportion des étudiants. Et on a vu les dépenses par étudiant baisser au fil des années, surtout depuis les années 2010, une augmentation des effectifs qui n'a pas du tout été accompagnée d'une augmentation des moyens. Au contraire, on a même vu le nombre de professeurs en nombre absolu baisser, alors que les effectifs ont augmenté de 20% à l'université depuis 2010, le nombre Mhm. d'enseignants a baissé. Donc on a une paupérisation très inquiétante depuis les années 2010 de l'université. Alors quelle est la raison? Est-ce que Peut-être c'est on n'a pas... délibéré? Est-ce qu'il y a... J'ose espérer que non, j'ose espérer que ce n'est pas délibéré Non, mais et parce qu'on que... pourrait se dire, par exemple, on va en reparler, mais qu'avec les nouvelles technologies, le fait qu'il y ait, par exemple, la possibilité de faire des cours qui sont des cours, disons, ou bien sur des supports informatiques, ou bien sur des supports audiovisuels, ça, ce sont des moyens aussi de moins doter ces universités et ces filières d'enseignement. Est-ce que ça, par exemple, ça ne va pas jouer en défaveur d'une revalorisation du budget des universités? Alors, je pense que les outils numériques dont vous parlez, de toute façon, ne se substituent pas, ne doivent pas se substituer à autant de cours en présentiel et à un suivi. C'est-à-dire que quand on a des amphis de 300, effectivement, les élèves sont totalement... Enfin, il n'y a pas de suivi des élèves, il n'y a même pas d'interaction, il n'y a même pas de questions possibles, etc. Donc, ces outils numériques, déjà, manquent à l'université en tant que tel, hein. Il n'y a pas assez de salles informatiques, il n'y a pas assez d'outils pour que les élèves puissent utiliser, enfin, de matériel pour que ces élèves puissent utiliser ces outils. Mais surtout, ce qu'il faut réinvestir à l'université, c'est les enseignants. Parce que les enseignants, ça va faire plus d'heures de cours pour ces élèves qui aujourd'hui en ont trop peu pour pouvoir réussir. Quand on arrive à 18 ans à l'université, qu'on n'a que 15 heures de cours par semaine, avec des amphis importants pour la plupart de ces cours, on n'a pas assez de suivi et donc de travail personnel. Et donc l'échec, je dois quand même rappeler que l'échec en licence, le pourcentage d'élèves inscrits en licence qui sont diplômés au bout de 3 ans, c'est 29%.
Donc on n'a que 29% des élèves qui arrivent à obtenir un diplôme de licence dans les temps, en 3 ans. Ça augmente à 40% quand on autorise un redoublement, mais c'est quand même très peu. Donc là, il faut effectivement réinvestir parce que c'est un gâchis énorme pour les élèves, évidemment, mais aussi pour le budget de l'État. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Élise Huillery, je rappelle que vous êtes économiste, professeur en économie du développement à l'Université de Paris-Dauphine. Vous serez rejointe par Philippe Delorme. Il est secrétaire général de l'enseignement catholique et on verra dans quelle mesure cet enseignement catholique participe à la mixité sociale. Pourrait-il en faire plus contre la ségrégation scolaire? En attendant, il est 8h sur France Culture.